Dette, déficit, impôts, dépenses, alors que l'Assemblée vient de commencer à débattre du budget 2025. Deux économistes avec nous donc ce matin dans le 8h30 France Info pour nous aider à comprendre l'état des finances publiques. La France est-elle fragilisée? Le projet du gouvernement permet-il de redresser la barre? Avec nous Natacha Valla, bonjour. Bonjour. Vous êtes doyenne de l'école de management et de l'innovation à Sciences Po, et Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE qui publie une étude sur la loi de finances qui remet en question notamment les prévisions du gouvernement. On aura l'occasion d'y revenir. La situation budgétaire du pays que je découvre est très grave. Ces mots sont ceux de Michel Barnier, quelques jours après son arrivée à Matignon. Une commission d'enquête parlementaire va s'ouvrir pour essayer de comprendre comment on est parvenu à atteindre les 3 250 milliards de dettes aujourd'hui. Le Premier ministre qui découvre la situation, vous, économiste, est-ce que vous la découvrez aussi, Natacha Valla ? Alors, on sait depuis de longues années, voire même de longues décennies, que la France sur les finances publiques n'est pas la meilleure de la classe. On sait qu'on a des déficits, et notamment des déficits primaires systématiques depuis très très longtemps. Donc on n'est pas capable de travailler, de faire avancer le pays avec une dépense publique qui soit inférieure à la recette. Donc ça, c'est pas nouveau. Et comme ça dure depuis des décennies, ça s'accumule et ça produit un stock de dette déjà considérable. Ce qui est un peu nouveau et qui peut s'expliquer en partie, c'est le fait qu'on ait eu des prévisions, notamment sur les recettes fiscales, qui se trouvent ex post avoir été trop optimistes. En gros, c'est ça. Il n'y a pas que ça dans la découverte, mais c'est vraiment ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait une erreur aussi importante? Puisque vous avez raison, c'est un chiffre qui est vraiment pas négligeable. Il y a plusieurs raisons, sans doute. L'évolution de l'inflation, la croissance qui n'a pas été au rendez-vous, et puis le comportement des entreprises peut-être plutôt, qui a été un peu différent de celui qu'on attendait. Le Premier ministre parle d'une situation très grave. Éric Heyer, est-ce que vous utilisez le même mot? Est-ce qu'on est dans une situation catastrophique? Non, catastrophique, il ne faut pas exagérer. C'est vrai que c'est une situation qui est préoccupante parce qu'on a l'impression qu'on ne la maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on pensait que les déficits... Alors c'est vrai qu'il y a toujours des déficits en France, mais la première fois, on nous parlait en 2024 d'un déficit à 4,4%. Et puis finalement, au fur et à mesure, on apprend que c'est peut-être 5,1, et puis après 5,7, et puis maintenant 6,1. Donc c'est plutôt cette dérive-là. Et le fait qu'on ne comprenne pas vraiment pourquoi ça a complètement dérapé. Mais ce n'est pas une catastrophe dans le sens où, vous voyez, quand l'agence France Trésor essaye de placer de la dette publique, ça se passe toujours très très bien. Il y a toujours 2,7 fois plus de demandes que de propositions de dette. Les taux d'intérêt, certes, sont peut-être un peu plus élevés, mais ils sont en dessous des 3%. Donc ils sont au-dessus de ceux de l'Espagne et du Portugal. Non, alors ils ne sont pas au-dessus de l'Espagne. Vous voyez, ils ont été un moment pendant 2-3 jours au-dessus. Là, ils sont légèrement en dessous. Donc, mais vous voyez, l'Espagne, c'est un pays qui n'a pas de déficit, qui a une dette publique inférieure, qui a beaucoup de croissance économique. C'est un pays voilà, donc c'est un pays qui se porte bien et on a le même taux d'intérêt qu'un pays qui se porte bien. Donc vous n'êtes pas alarmiste ce matin, alors que, pardon, mais on se rappelle de François Fillon en 2007 qui disait « je suis à la tête d'un pays en faillite ». Sur les taux d'intérêt, ils ont quand même augmenté, ce qui produit une charge de la dette qui se mesure à plusieurs dizaines de milliards, pratiquement sur un budget équivalent. C'est partie du budget qui correspond aux intérêts que nous payons collectivement. C'est ça, et plus les taux d'intérêt augmentent, chaque année, il faut savoir que la dette doit être refinancée, c'est-à-dire qu'on a tous les ans des échéances qui arrivent, et comme un État est un État, il a normalement le luxe de pouvoir ne pas rembourser sa dette et la refinancer. Tant que c'est possible, ça n'est pas un problème. Éric Heyer a raison, tant que l'agence France Trésor trouve des acheteurs de la dette, c'est bien, mais moi je serais un petit peu plus inquiète au sens où, jusqu'à maintenant, on a eu un environnement où ça fait déjà 1 an et demi de ça, la Banque centrale n'est plus là pour acheter de la dette publique française, allemande, italienne, autrichienne. Si la Banque centrale n'est plus là pour faire ses achats, il faut que le marché absorbe cette demande. Aujourd'hui, la dette française fait encore partie des actifs dits sûrs, mais si cette situation devait se détériorer, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport au fait que ne pas montrer une maîtrise des finances publiques françaises aujourd'hui, ça nous exposerait à des dégradations de notes et à des problèmes de finances. Oui, mais donc c'est en cela où elle est préoccupante, mais pas grave. Vous voyez, ce sera le jour où vraiment on aura des tensions. Vous voyez, on nous parle de l'Italie, de la Grèce, de l'époque de la crise, mais c'est pas. Vous voyez, il faut rappeler, à l'époque de la crise de la dette publique, les taux d'intérêt de l'Italie, de l'Espagne étaient à 7%, alors que l'inflation était faible. Vous voyez, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire
dire qu'il ne faut pas être vigilant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de comprendre, mais vous voyez, les petites phrases, on est en faillite, on a cramé la caisse, ce sont des petites phrases politiques qui ne servent juste à rien, sauf peut-être à faire paniquer les marchés et à faire un effet boule de neige. Hier, parce que les auditeurs qui nous écoutent, peut-être que la comparaison n'a pas lieu d'être, mais ils se disent, moi, au niveau de mon foyer, si je dépense plus que je ne gagne, il y a un moment où je vais avoir un problème avec mon banquier. Ouais, mais vous voyez, alors d'abord, il ne faut jamais faire la comparaison entre un État et un ménage, mais allons-y, mais juste pendant 2 minutes et après on arrêtera de le faire. Mais vous voyez, un ménage sans dette, un ménage sans dette pour acheter des biens. Vous voyez, la dette publique, on doit savoir à quoi elle a servi. Si ça sert à faire du fonctionnement, c'est-à-dire un crédit à la consommation, c'est pas bien. Si ça sert à faire de l'investissement, pourquoi pas ? Vous voyez, donc le projet ne doit pas être dire quel objectif je mets sur la dette. Ça nous amène. Non, je finis juste. Ça ne doit pas être est-ce qu'il y a un niveau de dette qui est acceptable ou pas. Vous voyez, la preuve Fillon, c'était 62% de dette, on était soi-disant en faillite, on est à 115, on n'est toujours pas en faillite. Donc c'est pas le niveau, mais c'est la question à quoi elle a servi. 1000 milliards de dettes en plus exactement. depuis 7 ans, ça a servi à quoi ? C'est de l'investissement ou alors précisément, c'est du fonctionnement ? Là, et vous soulevez une question qui a 2 aspects. Le premier aspect, c'est la dette, à quoi elle a servi et surtout, quel est son impact sur la croissance. On ne va pas s'attendre à avoir un impact énorme sur la croissance immédiatement le lendemain de la dépense, mais quand même, on doit être capable de mesurer en quoi cette croissance est soutenue à court terme quand on veut contrer le cycle et à moyen terme quand on veut se dire on veut relever le potentiel de croissance du pays pour être capable de rembourser la dette contractée hier et puis créer des emplois et créer du bien-être dans le pays. L'essentiel, c'est ça. Et je pense que l'exercice n'a jamais été fait. L'intention est là, le diagnostic est universellement partagé, il faut qu'on sache à quoi a servi cet argent. Et il faut savoir aussi que c'est un flux, c'est-à-dire qu'on peut répéter ça année après année, mais il faut quand même arriver au fait de savoir où va cette dépense publique et surtout quelle est ça, on ne le sait pas, Éric Heyer. Si on peut le savoir, mais vous voyez, la dette a fortement augmenté depuis 2019. Et il y a eu 2 épisodes. Crise sanitaire, crise énergétique. Vous voyez, là, on a fortement endetté le pays au moment de la crise sanitaire. Est-ce qu'il fallait le faire ? Moi, je pense que oui. Pourquoi ? Parce qu'on a sauvé le tissu productif, on a sauvé les entreprises, on a sauvé le pouvoir d'achat des ménages. Ok, très bien. Donc ça, il fallait le faire. Maintenant, au moment de la crise énergétique, est-ce qu'il fallait endetter le pays pour sauver le pouvoir d'achat des ménages ? Non. Là, je pense que la dette n'était pas le bon instrument. Donc, que l'on revienne sur la dette énergétique et qu'on dise maintenant, il faut payer une partie de cela, oui. Et puisqu'on a fait des boucliers qui ont servi à tout le monde, il faut que tout le monde y participe. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on augmente les impôts pour tout le monde et qu'on baisse la dépense publique pour les plus modestes en disant tout le monde a profité des boucliers, tout le monde doit participer parce que c'est pas ça qu'on doit léguer à nos enfants, c'est pas de la dette publique issue d'un pouvoir d'achat qui a été maintenu au moment de la crise énergétique. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et le pilotage budgétaire, l'art, c'est celui-ci aussi, c'est de savoir dépenser quand il faut et la quantité qu'il faut. C'était le Covid, c'était l'exemple vraiment positif de ce point de vue-là. Mais la dépense énergétique, ça a été un vrai problème parce que justement, et quand on regarde les chiffres de croissance du pouvoir d'achat, on ne les connaît pas suffisamment, mais le pouvoir d'achat en France, il a cru à un rythme positif. C'est pas le sentiment des Français. Non, mais c'est une question de perception versus réalité. Et là, je pense qu'il y a un exercice de pédagogie à faire. Non, alors pas que. Il peut y avoir des désaccords. Parce que globalement, en moyenne, Natacha a raison, en moyenne, le pouvoir d'achat a augmenté. L'INSEE l'a encore répété il y a quelques semaines. Mais globalement, quand vous rentrez dans le détail, qu'est-ce qui a fait augmenter le pouvoir d'achat ? C'est pas le revenu du travail, c'est le revenu du capital qui a fortement augmenté parce que les taux d'intérêt. Alors, est-ce que tout le monde profite de l'augmentation du revenu du capital ? Eh ben non. Et donc, ça se voit dans les taux d'épargne. Et les taux d'épargne qui ont explosé, mais qui épargne ? C'est pas les ménages les plus modestes. Donc, attention à l'augmentation des inégalités et à ne pas trop lisser avec des chiffres macroéconomiques. Alors là où ça se corse. Ouais, on a regardé un peu dans le rétro. Il faut qu'on regarde maintenant ce qui va se passer en 2025 avec la préparation de ce budget qui a été présenté il y a tout juste une semaine. Éric Heyer, vous parlez de budget d'austérité. Pourquoi ? Parce que quand vous... Alors, vous voyez, il faut faire attention aux chiffres. Parce que c'est 60 milliards. Nous, on est plutôt sur 44 milliards d'efforts qu'on va demander. Même, on peut ramener à 34 milliards parce qu'en gros, il y a des mesures qui auraient disparu. Donc, le projet de loi de finances, en fait, propose un effort aux Français de 34 milliards. Bon, allez, 60, 34, quoi qu'il arrive, ça fait entre 1 ou 2 points de PIB. Quand vous demandez des efforts entre 1 et 2 points de PIB aux Français, d'accord ? Produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite par la France. Oui, c'est un effort. Donc oui, c'est, alors appelons-le rigueur, austérité, tout ce que vous voulez. Ça va avoir une incidence sur le pouvoir d'achat des ménages ou sur l'investissement des entreprises. Donc
Bon, voilà. Pardon, mais parce que le gouvernement ne dit pas ça. Le gouvernement dit non, on ne touche pas aux classes moyennes, on ne touche pas aux Français les plus modestes. Alors oui, c'est vrai que dans la rhétorique, ils disent effectivement les impôts n'augmenteront que pour les classes aisées. Oui, mais il y a aussi des mesures sur la dépense publique. Et vous voyez, l'écart impôts-dépenses publiques, des fois, est très flou. Vous voyez, quand vous baissez les pensions des retraités en n'indexant pas pendant 6 mois, vous voyez, vous économisez 4 milliards d'euros. Vous auriez pu aussi ne pas le faire et augmenter la CSG sur les retraités. Là, c'est un impôt. Dans les deux cas de figure, les retraités vont perdre 4 milliards de revenus. 4 milliards de revenus, c'est de l'austérité. C'est bien tous les retraités qui vont être impactés, puisque apparemment même les petites retraites devraient être impactées. Donc oui, tous les Français vont être mis à contribution pendant cet épisode. Et oui, il y aura une conséquence sur la consommation et l'investissement. Alors 34 milliards ou 60 milliards d'efforts, Natacha Valla, ça a quelles conséquences sur l'économie, sur la croissance par exemple? Ça va avoir un effet de frein sur la croissance. C'est ce qu'on appelle une contraction budgétaire dans les politiques macroéconomiques. Et 2 points de produit intérieur brut. C'est vrai que c'est massif, donc c'est un signal fort. En général, on regarde la politique budgétaire en face de la politique monétaire. C'est pas si éloigné que ça. Aujourd'hui, les banques centrales, la Banque centrale européenne, qui couvre quand même comme champ la France parmi les autres pays de la zone euro, est en train de baisser les taux d'intérêt. On attend une décision d'ailleurs sans doute aujourd'hui. C'est le bon jour pour en parler, puisqu'effectivement, il va y avoir une réunion cet après-midi. Donc, dans un environnement où on a une forte, quand même, on peut le dire, effectivement, contraction budgétaire planifiée, si on a un assouplissement monétaire, ça peut nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un policy mix qui est un peu plus équilibré. C'est-à-dire ce qu'on va gagner en termes de coûts de financement amoindris parce que les taux d'intérêt baissent, des conditions de financement qui s'assouplissent, les entreprises qui ont plus facilement accès à des fonds de trésorerie, des ménages qui peuvent peut-être plus facilement avoir accès à la propriété par le biais de taux d'intérêt abaissés. Ça peut avoir un bénéfice. Ça peut avoir un bénéfice. Alors il faut pour cela, et c'est la déconnexion entre ces deux politiques, il faudra pour cela que l'inflation continue à rester basse. Et ça, on ne peut pas encore donner la réponse sur l'horizon qui est le nôtre pour la politique budgétaire. Juste sur ces milliards d'efforts qui sont demandés par le gouvernement, il y a une répartition assez simple. Michel Barnier ne cesse de la répéter. C'est 2/3 de réduction de dépenses publiques. Vous me dites déjà non. 2/3 de réduction de dépenses publiques, 1/3 de hausse d'impôts. Non. C'est pas assez équilibré? Alors, en tout cas, c'est pas... Vous voyez... Quand vous lisez le projet de loi de finances, ils mettent, admettons, les allègements de cotisations, vous voyez, ils vont les réduire. Oui. Donc ça fait augmenter les cotisations pour les entreprises. Et le gouvernement le met dans la case dépenses publiques. Non, c'est un prélèvement obligatoire qui va augmenter. Donc vous voyez, ces 4 milliards, en termes nets, ça fait un prélèvement. Non, mais d'accord, mais c'est un prélèvement. On est d'accord. Mais ce qui compte, c'est quand même le terme. Oui, d'accord, mais c'était dans le 1/3, 2/3. Non, on ne peut pas le mettre dans la case dépenses. C'est une case... ils ont mis ce qu'ils voulaient dans la réduction de dépenses. Exactement. Et dans les pareil impôts. pour les collectivités locales, ils augmentent les cotisations, ils mettent dans la case dépenses. Après, on peut dire que c'est pas grave que ça soit de la dépense, ok. Mais si vous nous questionnez sur le 1/3, 2/3, on ne le retrouve pas. Au contraire, c'est 60-40, 60% d'augmentation des prélèvements obligatoires, 40% sur la dépense publique. Alors, ce qu'on peut conseiller quand même sur ce thème, c'est quand même très simple, d'aller sur Internet, de taper PLF 2025, on tombe sur une présentation à la presse, d'ailleurs, que vous avez sans doute vue, qui est très claire, avec quelques graphiques assez éclairants, et surtout des tableaux qui vous donnent, et les lettres de mission, ministère par ministère, et ça, c'est quand même très accessible. Oui, alors là, je conseille plutôt d'aller sur le site de l'OFCE, où on décrypte ce PLF, et à mon sens, de façon un peu plus juste, et même, si je ne veux pas faire la pub pour l'OFCE, aller sur le site du Haut Conseil des finances publiques, et je pense que c'est bien mieux expliqué que sur le PLF, où vraiment c'est très ambigu la façon dont il classe les efforts. Et ça vaut le coup de le décrypter avec vous. On va continuer d'en parler jusqu'à 9h. Éric Heyer, Natacha Valla, on laisse passer le fil info. Il est 8h46, Maureen Suignard. Le collectif à l'origine du mouvement contre la vie chère en Martinique appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation. Il n'est pas convaincu par l'accord signé entre l'État et les distributeurs. Ces derniers s'engagent à une baisse de 20% des prix des produits alimentaires. La douleur de la famille est immense. Réaction des avocats des parents de Lina. Le corps de l'adolescente retrouvé hier dans un cours d'eau dans le département de la Nièvre, à 400 km du lieu de sa disparition il y a un an. Le suspect s'est suicidé cet été. Le président du Sénat
Sénat se dit stupéfait et dénonce une méconnaissance de l'histoire. Gérard Larcher réagit aux propos attribués au président de la République, Emmanuel Macron, qui a, selon des participants au Conseil des ministres, conseillé au Premier ministre israélien de ne pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Et par ailleurs, à l'instant, l'Iran menace de frapper douloureusement Israël s'il attaque des cibles iraniennes. Le gouvernement successif savait et n'ont pourtant pas arrêté Nestlé Waters. L'accusation sur France Info d'Antoinette Guy, rapporteure de la commission sénatoriale sur les eaux minérales naturelles. Le groupe a utilisé des traitements interdits pour purifier ces eaux minérales vendues en bouteilles. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec deux économistes pour nous aider à comprendre ce budget 2025 qui nous concerne tous, les hausses d'impôts, les coupes dans les dépenses. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, Natacha Valla, économiste et doyenne de l'école de management à Sciences Po. On va vous demander de vous mouiller. Ce budget 2025 que vous avez entre les mains depuis maintenant une semaine, est-il juste, Natacha Valla ? Je ne crois pas que l'objet d'un budget comme celui-ci, ce soit forcément d'être juste. Il a un esprit de justice au sens où il y a une ventilation des interventions qui est quand même très clairement identifiée pour l'impôt sur le revenu, sur les hauts salaires, et pour les mesures qu'on aurait pu caractériser comme des mesures de l'offre, c'est-à-dire du côté des entreprises. On revient un petit peu en arrière de ce point de vue-là. On revient quand même un tout petit peu en arrière. Ce n'est pas pour cette raison que la France deviendra beaucoup moins compétitive dans l'économie mondiale. Donc il y a quand même un effort qui est fait dans ce sens-là. C'est pas ce que dit évidemment le MEDEF. Patrick Martin, son patron, s'inquiète justement des coups de rabot qui sont prévus dans le prochain budget. Écoutez-le. Alléger, diminuer le montant des aides sociales et ensuite les répartir différemment. Je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. D'abord parce que ça renchérira le coût du travail en France pour les entreprises. Ça diminuera d'autant leur capacité à augmenter les salaires nets, au passage. Et puis ça peut avoir... Est-ce que sur le fond, il a raison ? Est-ce que ça va freiner les augmentations de salaire, les investissements, la compétitivité des entreprises ? Éric Heyer ? Mais forcément, dès que vous faites des mesures restrictives, forcément, ça aura des modifications. Il est complètement farfelu de penser qu'on peut faire 20, 30 milliards ou 40 milliards sans que ça ne fasse rien. Donc oui, la question, c'est, on peut aussi prendre une période un peu plus longue. Vous voyez, quand Emmanuel Macron arrive en 2017, le poids de la dépense publique, c'était 57%, alors que les recettes étaient à 54%. Donc il y avait 3 points de déficit. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, les dépenses publiques sont à 57%, mais les recettes sont plus qu'à 51%. Les 6 points de déficit, c'est parce que les prélèvements obligatoires ont baissé, d'accord ? Ils ont baissé et n'ont pas été financés. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que le pari de ce gouvernement, dès le début, qui était « je baisse la pression fiscale oui. », d'accord ? Le fait de baisser la pression fiscale, ça va faire plus de croissance, et donc ça va s'autofinancer. Est-ce que ça a marché ? Pour l'instant, on peut dire non. Peut-être que ça va marcher parce que c'est les politiques de l'offre, ça met du temps, mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Donc l'idée, là aujourd'hui, et c'est ça un peu la justice de ce gouvernement, c'est de dire on revient un tout petit peu sur les hausses d'impôts, mais des années précédentes, d'accord, des baisses d'impôts des années précédentes. Oui. Et donc ça veut dire qu'on ne reprend pas tout, puisqu'en gros il y a eu 40 milliards de prélèvements non financés. Ça a été l'erreur. Si vous baissez la pression fiscale, il faut baisser la dépense publique. Donc si je comprends bien, il y a eu trop de baisses d'impôts décidées par Emmanuel Macron, non financées. Et ils reviennent sur une partie. Donc oui, alors vous voyez, alors si on dit que ça n'a pas marché, les baisses d'impôts complètement, le fait de les augmenter, ça ne va pas non plus être catastrophique. Mais vous voyez, c'est l'intégrale qu'il faut faire. Dans l'intégrale, les entreprises sont quand même encore gagnantes par rapport à 2017. Mais du coup, ça rejoint ce que dit la gauche. La gauche dit qu'il est logique de demander des comptes aux entreprises et aux plus fortunés parce que ce sont eux qui ont profité des baisses d'impôts pendant toutes ces années. Pourquoi on tape aussi sur tous les Français en réduisant les dépenses publiques ? Je pense que pour prolonger ce que disait Éric tout à l'heure, quand on a un effet, finalement, cette diminution tendancielle des revenus fiscaux, elle est en partie liée à une volonté de politique, notamment la politique de l'offre. Elle est aussi liée au fait que la croissance qu'on attendait de ces baisses d'impôts n'est pas venue ou n'est pas venue tout de suite. Et là, le vrai arbitrage, c'est de se dire, est-ce qu'on se laisse un petit peu de temps pour voir si la croissance revient, si la productivité augmente en résultante de ces baisses d'impôts, quitte à tolérer un déficit un peu plus grand dans le court terme, ou alors est-ce qu'on dit
oulala, on s'arrête, ça devient trop dangereux et on essaie de rééquilibrer les choses. La malchance, c'est que le point de départ, c'était déjà 3 points de déficit. Si le point de départ, ça avait été 0, aujourd'hui, je suis prête à parier qu'on aurait dit, bon, bah voilà, on a 2-3 points de déficit en plus. C'est énorme. Mais on vous dira qu'on le sait déjà, que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on a coupé, qu'on a baissé les impôts pour les entreprises. On devrait le savoir si ça marche ou pas. Manifestement, le problème, c'est qu'il y a eu 2 grandes crises au milieu. Vous voyez, il y a eu la crise sanitaire et la crise énergétique, et donc, vous voyez, l'économie, c'est multifactoriel. On aurait préféré, nous, chercheurs, qu'il n'y ait pas ces 2 crises pour savoir, aller au bout de 4-5 ans, quels sont les résultats. Aujourd'hui, effectivement, les résultats ne sont pas bons, puisque, vous voyez, quand vous faites des politiques de l'offre, vous attendez... On ne sait pas dire pourquoi. Alors, si, peut-être que... Vous voyez, quand vous faites des politiques de l'offre, vous attendez à ce que la productivité augmente et que la compétitivité augmente. Bon, ça n'a pas été le cas. Et vous attendez à avoir plus de croissance que dans les autres pays. Ça n'a pas été le cas. Donc, vous voyez, mais ce que l'on sait aussi, c'est que ça met du temps avant de mordre. Donc, c'est ce que dit Natacha, c'est est-ce qu'on doit attendre. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est peut-être un point qu'il faut quand même soulever, est-ce qu'il fallait faire 2 points de PIB d'efforts structurels? Vous voyez, là, le 2 points de PIB où nous, on est plutôt sur 1,5. D'accord. Là, moi, je pense, et peut-être que Natacha me contredira, mais que la Commission européenne ne nous le demande pas. Vous voyez, on est sous déficit de procédure excessif. On nous demande de faire des efforts aux alentours de 0,6-0,7 points de PIB. Vous voyez, on fait 2 fois plus que ce que nous demande la Commission. Alors pourquoi on veut Parce qu'il y a l'objectif des 3% en 2029. Exactement, mais peut-être que ce qu'on a appris des épisodes précédents, c'est ces chocs-là. Il ne faut pas que ça soit trop massif. Il vaut mieux des chocs qui soient répétés, d'accord, mais pas massifs, mais répétés dans le temps pour qu'on soit incrédible, c'est-à-dire qu'on les fasse. Parce que vous voyez, annoncer 60 milliards, mais en faire à la fin que 30, peut-être que les marchés ne vont pas aimer, d'accord. Et 2, est-ce qu'on ne va pas casser la croissance en voulant aller trop vite dans l'effort? Le point, c'est vraiment celui-ci. Une chose, c'est la procédure de déficit excessif et ce qui nous est demandé. Effectivement, on est bien au-delà de ça, mais la vraie métrique, le vrai juge de paix aujourd'hui, c'est quand même les marchés, les investisseurs qui financent cette dette française. Et on a tout intérêt. Je ne dis pas qu'il y a péril en la demeure pour demain, mais je dis que la situation est très très délicate et qu'on n'a pas du tout envie d'aller tester une crise obligataire comme certains pays qui sont convaincus de l'emprunt, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les emprunteurs ne puissent plus se financer sur les marchés. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, ça aurait un impact très très fort et très mauvais pour les Français, pour la capacité du gouvernement à faire des arbitrages qui aujourd'hui, on a le luxe de les faire, on a le luxe de pouvoir porter des débats à l'Assemblée et de faire des amendements à ce qui est proposé. Quand on a une crise obligataire, les choses ne se passent pas du tout comme ça va très vite, sauf qu'on n'a plus le choix. Vous voyez bien que personne n'est d'accord sur les économies à mener. C'est le cas aussi, on a entendu les patrons, c'est le cas aussi des collectivités territoriales qui sont appelées, elles aussi, à faire des économies, 5 milliards. Et là aussi, ça râle. Écoutez, le maire de Marseille, Benoît Payan, qui était à votre place il y a 2 jours. On a Michel Barnier qui arrive, et puis là on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien du tout, et ça se met à cogner, et à cogner très fort. Et qu'est-ce qu'on va me demander ? De choisir entre embaucher des policiers municipaux, embaucher des personnels dans les écoles, arrêter de construire des gymnases, arrêter de construire des bibliothèques, fermer des musées. La réalité de ce qui nous est demandé, c'est pas un petit effort. Voilà, c'est pas un petit effort. Tout le monde veut baisser les dépenses, mais jamais chez soi. Éric Heyer. Ben oui, c'est-à-dire que vous voyez, tout le monde est d'accord pour baisser les dépenses, enfin en tout cas dans la classe politique, mais pas sur la police, pas dans l'éducation, pas dans les collectivités locales. Bon, ouais, donc en fait, personne ne veut vraiment baisser les dépenses publiques, d'accord ? Et donc là, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on continue comme cela ? Et quel est le retour de cette dépense publique sur la croissance économique ? Est-ce que c'est tenable ou pas tenable ? Il va falloir qu'on fasse des efforts. Effectivement, les collectivités locales, il y a eu un dérapage cette année de 16 milliards, mais ce qu'il faut dire, c'est Elle le réfute. Oui, alors, elle le réfute, pourquoi ? Mais à juste titre. C'est-à-dire qu'il y avait un surplus de 52 milliards l'année précédente. Donc, elles disent, en fait, sur les 2 années, il n'y a pas de problème. Donc, oui, effectivement, en 2024, une partie de la dégradation du déficit, c'est ce dérapage de 16. Mais si on fait sur les 2 années, on ne peut pas mettre sous le dos des collectivités locales. Donc, il n'y a pas de dérapage de ce point de vue-là. Et il faut dire que la dépense publique, forcément, ça va dans la poche de quelqu'un. Cette idée sur laquelle la dépense publique, ça s'évapore et ça va... Non, ça va dans la poche forcément d'un Français, qu'ils soient entreprises ou ménages. Alors un peu, il y a les intérêts aussi à ceux qui nous ont prêté, et il y a la moitié qui sont étrangers, mais globalement, il n'y a pas de perte en ligne. Parce que vous entendez la question au fond qui se pose pour les collectivités territoriales, pour les services publics, plus globalement, c'est est-ce qu'on dépense trop pour des services publics qui ne sont pas forcément à la hauteur des attentes des Français ? Alors là, vous ouvrez un chapitre considérable. Non, tout à fait. Moi, je pense que le point essentiel, c'est que
pour faire ces opérations, il faut un leadership incroyable. Parce que personne ne sera jamais content, parce qu'effectivement, il faut du débat, mais il faut quelqu'un pour trancher. Et quand on tranche, forcément, on fera un gagnant et on fera un perdant. Donc ça, c'est une capacité essentielle que les chefs d'entreprise, finalement, ont, mais ont peut-être moins de mérite à cela, parce que sinon, ils ont les marchés leur financer, ou alors la boîte ne tourne pas, les profits sont négatifs et on ferme. Pour le pays, ça ne marche pas aussi fatigant. Donc, c'est pas facile. Et en fait, en France, on a toujours buté sur la mise en œuvre. Ensuite, sur le diagnostic, il y a eu des kilomètres de rapports sur la qualité de la dépense publique, avec des conclusions qui étaient: on doit être capable d'évaluer la qualité de la dépense publique. Dans l'éducation nationale, il y a des ratios qui se... Voilà, ça peut se faire, il y a des méthodes, il faut être granulaire, il faut être patient, il faut mettre un peu de ressources, mais on ne l'a pas vraiment fait. Certains pays du Nord, comme le Danemark par exemple, évidemment, avec la flexicurité, moi c'est un modèle que je pense qu'on doit regarder en France parce que ça a très très bien marché. C'est exactement la même configuration, un dérapage des finances publiques, un premier effet avec des rabotages à droite à gauche, ça n'a pas marché, ça a empiré. Et puis enfin, on a abouti à une situation où finalement, il y a une situation qui... Oui, alors un mot quand même, plus la moitié de la dépense publique, c'est des transferts, d'accord ? On prend à des actifs pour donner à des inactifs, soit retraités, soit au chômage. Ça marche dans le sens où les inégalités sont plus faibles chez nous qu'ailleurs. Donc c'est sur l'autre partie, d'accord ? Alors on peut dire on est allé trop loin dans la lutte contre les inégalités, ça on peut prendre ce parti-là, mais sinon c'est dans l'autre partie des dépenses publiques. Est-ce qu'on en a pour notre argent en éducation ? Et là, en fait, il n'y a pas tant de gaspillage que ça. Par élève, on dépense autant qu'ailleurs. Et donc il va falloir savoir, est-ce qu'on peut améliorer à budget constant ? Merci beaucoup en tout cas Éric Heyer, Natacha Valla, Éric Heyer au FCE, Natacha Valla Sciences Po, d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur ce débat budgétaire qui ne fait que commencer. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely pour les informer dans quelques minutes.